Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se mettre dans la peau d'une graphiste, appelons-la Sophie. D'accord. Sophie, elle en a un peu marre de son agence, des projets qui la motivent plus trop, et elle rêve de se lancer. Et là, devant elle, il y a deux grandes portes. Hmm. La première, immense, lumineuse, avec une pancarte, micro-entreprise, lancez-vous en 10 minutes. Et la seconde, plus discrète, avec juste écrit portage salarial. C'est un dilemme classique. C'est ça. Et aujourd'hui, on va décortiquer pour Sophie et pour tous ceux qui sont dans son cas, ceux qui se cachent vraiment derrière ces deux portes. Pour ça, on a fouillé dans pas mal de documents, des comparatifs de plateformes comme ITG, Legal Start et même des analyses du Crédit Mutuel. C'est le parcours de milliers de personnes chaque année. Et pour bien commencer, il faut bien comprendre la nature de ces deux chemins. La micro-entreprise, qu'on appelle souvent encore auto-entreprise, Oui, le nom reste. c'est la voie de la simplicité. C'est une entreprise individuelle en mode light, vraiment pensée comme un tremplin, pour tester une idée sans se noyer dans la paperasse, quoi. Et le portage, Alors, le portage salarial, c'est plus complexe. C'est un statut hybride, une sorte d'animal un peu étrange à mi-chemin entre l'indépendance et le salariat. c'est-à-dire. En fait, on a une relation à trois. Il y a Sophie, son client, et une société de portage qui devient son employeur légal. D'accord. Sophie, elle, reste indépendante pour trouver ses missions, mais c'est la société de portage qui facture le client, qui encaisse et qui lui verse un salaire. Ok, la carte est posée. Donc, pour Sophie, première étape, pousser une des deux portes. Celle de la micro-entreprise, elle a l'air si simple. Presque trop belle pour être vraie, non? C'est vraiment aussi facile qu'on le dit, hein. Pour le coup, oui. La promesse est tenue. La simplicité, c'est vraiment le maître mot. Vraiment. Quelques minutes, une déclaration en ligne sur le guichet unique de l'INPI, et c'est parti. Les conditions sont vraiment minimes. Être majeur, avoir une adresse en France, ne pas être sous tutelle. Et pour le métier en lui-même, Pour la plupart des métiers de service, comme notre graphiste, aucune qualification n'est demandée. C'est vraiment le statut parfait pour tester une idée. On peut commencer le lundi et facturer son premier client le mardi, sans avoir investi un centime. Ça, c'est pour la porte facile d'accès. J'imagine que pour le portage salarial, c'est pas tout à fait la même musique. Ça sonne plus sélectif. exactement. On ne rentre pas comme dans un moulin. Le portage, c'est un peu un club privé. Il y a un physionomiste à l'entrée. Ah oui, hein? Et il demande quoi? Il faut montrer patte blanche sur 3 points. D'abord, l'autonomie. La société de portage ne va pas chercher des clients pour Sophie. D'accord, elle doit déjà avoir son réseau. C'est ça. Ensuite, l'expertise. Il faut un diplôme, en général un bac+2, ou alors une expérience solide, au moins 3 ans dans son domaine. Et enfin, le plus discriminant, le potentiel de revenus. C'est-à-dire qu'il faut déjà gagner de l'argent. Il faut être capable de facturer un certain montant chaque mois, un seuil fixé par la convention collective. On n'est clairement pas sur un statut pour un débutant absolu qui sort de l'école sans réseau. Ok. Donc, si Sophie a déjà de l'expérience et un bon carnet d'adresses, les deux portes sont ouvertes. Mais une fois dedans, au quotidien, ça se passe comment? En micro-entreprise, elle est seule capitaine de son navire. C'est grisant, mais ça veut aussi dire qu'elle doit tout faire. C'est l'image parfaite. La responsabilité est totale. Elle doit faire ses devis, ses factures, relancer les clients qui ne payent pas. La fameuse gestion de la trésorerie. Voilà. Elle doit aussi tenir une comptabilité, même si elle est très simple, un cahier de recettes suffit. Et surtout, chaque mois ou chaque trimestre, déclarer son chiffre d'affaires à l'URSSAF et payer ses cotisations. Et l'URSSAF, juste pour être clair, c'est l'organisme qui collecte les cotisations sociales. Le passage obligé qui peut faire un peu peur quand on est seul face à lui. Tout à fait. Et même si tout est simplifié, ça repose entièrement sur ses épaules. Si elle oublie une déclaration, c'est pour sa pomme. Et c'est là que le portage salarial propose autre chose. Une philosophie radicalement opposée. Son argument de vente numéro 1, c'est la tranquillité d'esprit. On délègue toute la paperasse. Tout, vraiment. Double. La société de portage s'occupe de la facturation, du recouvrement, de la compta, du calcul et du paiement de toutes les cotisations, de l'édition des fiches de paie. La seule chose que Sophie a à faire, c'est un compte-rendu d'activité chaque mois. D'accord. C'est séduisant sur le papier. Mais est-ce qu'on ne perd pas un peu son indépendance? On doit rendre des comptes, faire valider ses missions. C'est une critique qui revient souvent, cette idée de salariat déguisé. C'est une excellente question. Et oui, il y a une nuance. L'indépendance n'est pas absolue. La société de portage a un droit de regard.
Ah, Mais il faut comprendre pourquoi. Son rôle, c'est de s'assurer que la mission de Sophie entre bien dans le cadre légal du portage. Elle vérifie que le client ne se comporte pas comme un employeur direct. Ce n'est pas un contrôle sur la qualité de son travail. C'est une protection juridique. Sophie reste totalement maîtresse de ses tarifs et de ses horaires. d'accord. C'est plus une protection qu'un contrôle. Cette tranquillité d'esprit, cette délégation, j'imagine qu'elle a un coût. Et là, on arrive au nerf de la guerre, hein, l'argent. Forcément. Le premier truc qui saute aux yeux avec la micro-entreprise, c'est le plafond de chiffre d'affaires. Mais en regardant les sources sur le portage, je tombe sur une règle qui fait un peu froid dans le dos. Environ 50% de ce qu'on facture au client finit en salaire net. Hmm. Attendez, 50%, c'est énorme. Si Sophie facture une mission à 5 000 euros, elle touche que 2 500 balles. Comment nos sources comme ITG justifient un tel écart? C'est la réaction de tout le monde la première fois. Et c'est normal. Mais il faut décomposer ce chiffre. Ces 50% qui disparaissent ne vont pas dans la poche de la société de portage. Alors où vont-ils? La plus grosse partie, ce sont les charges sociales, salariales et patronales. En micro-entreprise, on paye peu de cotisations, autour de 22%, mais ça ouvre des droits très limités. En portage, on cotise au régime général, comme n'importe quel salarié. On paye plus cher, mais on achète une protection sociale complète. Et le reste? Ensuite, oui, il y a les frais de gestion de la société de portage, entre 5% et 10%. C'est le prix du service, de la conciergerie administrative, quoi. D'accord, donc une partie, ce sont des cotisations qui créent des droits. Mais ça reste un choc. Il doit y avoir autre chose. Attendez, je vois un truc dans les notes de Legal Start qui pourrait être la clé. Il parle des frais professionnels. Est-ce que c'est ça, la variable cachée qui change tout? C'est exactement ça. C'est le point de bascule. Le truc qui peut rendre le portage beaucoup plus rentable qu'il n'y paraît. Expliquez-moi ça. En micro-entreprise, Sophie ne peut déduire aucune de ses dépenses réelles. Si elle achète un nouvel ordinateur, un logiciel, si elle se déplace, tout ça, elle le paie avec son revenu net, après avoir payé ses cotisations. C'est un piège pour les métiers qui ont des charges. Alors qu'en portage, c'est l'inverse. Totalement en portage, tous les frais professionnels justifiés, son ordinateur, ses logiciels, ses repas, ses transports, sont remboursés par la société de portage à partir du chiffre d'affaires, et ce, avant le calcul des charges sociales et des impôts. Ah oui, ça change tout. Prenons un exemple concret des sources. C'est frappant. Un téléphone à 1 200 euros. Pour Sophie en portage, la société récupère la TVA et le reste est déduit de son CA avant charge. Au final, le coût réel pour elle est d'environ 850 euros. Et pour la Sophie auto-entrepreneur? Pour pouvoir se payer ce même téléphone avec son argent net, les sources estiment qu'elle devrait facturer environ 2 630 euros. Quoi? C'est colossal comme différence. C'est colossal. Là, on comprend que le match n'est plus du tout le même. Pour un consultant qui voyage beaucoup ou un développeur qui a besoin de matériel cher, ça change la donne. Oui, clairement. Mais au-delà de l'argent, il y a la sécurité. Ces fameux 50%, ils achètent aussi ça, j'imagine. Ils achètent un filet de sécurité. Et c'est une transition parfaite, parce que là, la question est cruciale. Que se passe-t-il si le plus gros client de Sophie la lâche? Ou si elle tombe malade? C'est l'angoisse de beaucoup d'indépendants. Et la réponse n'est pas la même, je suppose. Pas du tout. C'est là que les deux mondes se séparent de la manière la plus brutale. En micro-entreprise, on parie sur soi à 100%. On parie sur une santé de fer et une activité sans creux. C'est-à-dire? La couverture est minimale. Pas de droit au chômage si l'activité s'arrête. La validation des trimestres de retraite dépend d'un chiffre d'affaires minimum. Une année faible, ça peut vouloir dire 0 trimestre validé. C'est un pari qui peut coûter très cher. Exactement. Le portage salarial, c'est l'inverse. On achète la tranquillité d'esprit. On paye pour ne pas avoir à se poser la question du « et si ». Comme on est au régime général, on a la même protection qu'un salarié. C'est-à-dire une couverture santé complète, la retraite. La retraite de base et complémentaire, des congés payés, et surtout, le Graal pour un indépendant, le droit à l'assurance chômage en cas de fin de mission. C'est un matelas de sécurité qui permet de voir venir. Bon, le tableau est beaucoup plus clair maintenant. Revenons à Sophie. Elle est à la croisée des chemins. Pour l'aider à choisir, dressons le portrait robot de la personne idéale pour chaque statut. C'est vraiment une question de projet et de priorité, oui. Le profil type pour la micro-entreprise, c'est la personne qui veut tester une idée sans risque. Sophie, au tout début donc. C'est ça. C'est aussi parfait pour une activité complémentaire, un side project, idéal pour les activités avec très peu de frais. Et bien sûr, quand on sait que le chiffre d'affaires restera modeste, sous les plafonds. Et pour le portage, qui doit prendre cette voie plus encadrée?
Le portage, c'est pour des profils plus établis. Des consultants, des experts. Des gens comme Sophie, après quelques années, avec un TGM, un taux journalier moyen déjà confortable. Pour ceux qui ont beaucoup de frais, on l'a vu. Exactement. Et aussi pour ceux qui, par nature ou situation familiale, privilégient la sécurité avant tout. Le chômage, une bonne retraite. Et enfin, c'est une super porte de sortie pour les micro-entrepreneurs qui cartonnent, qui explosent les plafonds et qui veulent continuer à grandir. Et les sources mentionnent une stratégie un peu plus avancée, ne pas choisir, mais prendre les deux. Ah, ça c'est la stratégie Provével. Et c'est tout à fait possible de cumuler. On peut imaginer Sophie qui utilise le portage pour ses grosses missions avec de grandes entreprises et qui garde sa micro-entreprise pour des petits projets avec des artisans locaux, par exemple. Pour prendre le meilleur des deux mondes. C'est ça. La sécurité et l'optimisation d'un côté, la simplicité et la flexibilité de l'autre. Au final, on a l'impression que c'est le grand écart. D'un côté, la voie rapide, facile, pas chère pour se lancer, la micro-entreprise. De l'autre, la voie plus balisée, plus sûre, mais où il faut laisser un péage à l'entrée, le portage salarial. Le choix il est profondément stratégique en fait. Absolument. Tout se résume à deux questions qu'il faut se poser en se regardant dans le miroir. La première est, quelle est ma tolérance personnelle au risque social? Suis-je un funambule ou est-ce que j'ai besoin d'un filet? Et la seconde? La seconde, quel est le poids de mes frais professionnels par rapport à ce que je facture? La réponse honnête à ces deux questions, elle oriente très clairement vers l'un ou l'autre des statuts. Et pour laisser une dernière pensée à méditer, les documents qu'on a consultés, ils évoquent brièvement une troisième voie pour les indépendants comme Sophie, une fois que son activité est vraiment florissante. La création de sa propre société, type SASU. Le niveau supérieur. C'est ça. Et ça soulève une question pour plus tard. À quel moment la liberté totale et l'optimisation fiscale extrême qu'offre sa propre structure deviennent-elles plus séduisantes que la sécurité confortable, mais aussi plus coûteuse, du portage salarial? C'est peut-être la prochaine étape du jeu de l'indépendance.